remarqué, aujourd'hui on a décidé de présenter nos livres, les derniers livres de l'Institut d'Histoire sociale, qui sont essentiellement dans un sens éducatif et de connaissance marxiste, car la CGT quand même est toujours, est toujours intéressée et marxiste, et l'obédience marxiste, on va dire, si on va dire ça comme ça. Nous avons depuis quelque temps considéré que dans les formations auxquelles nous participons, donc les formations participées dans le tronc commun de la CGT, la partie marxiste était importante et qu'il était utile de la soutenir avec ces deux petits livres qui reprennent d'une manière entendable, lisable par tout le monde. Donc on utilise des formulations qui sont plutôt plus simples et donc qui peut être mis à la portée de tous les travailleurs qui ont décidé de rentrer dans le cursus de formation de la CGT. Pardon. Donc du coup, André a bien voulu se charger de cette confection. Et nous le remercions d'ailleurs parce que ça nous sert grandement à discuter et à permettre à nos camarades d'avoir un petit bouquin sous la main qui tu vois, il est peut-être fait ça parce qu'il ne faut pas se fier au nombre de pages. C'est concentré quand même. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir d'utile dans un premier temps. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien entendu, mais dans un premier temps, ça c'est. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à André présenter ses œuvres. Mais dans la continuité de ce que tu dis, je voudrais ajouter que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se placer à la portée des militants et des travailleurs à travers l'écriture, y compris dans les écritures qui, a priori, sont quand même complexes. Comprendre le marxisme, si vraiment on veut l'aborder de manière approfondie, c'est un travail presque d'une vie. Hein? Moi, j'y travaille depuis 20 ans dessus, de manière approfondie, et je suis loin d'en avoir fait le tour. Donc, je ne dirais pas une vulgarisation, je dirais un langage approprié, et finalement approprié à l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire sensibiliser les travailleurs à la théorie marxiste et voir, non pas simplement d'un point de vue théorique, mais également voir qu'aujourd'hui, elle a des applications importantes dans l'activité syndicale. Donc la force d'un syndicat ne réside pas seulement dans la capacité à se mobiliser, à négocier ou à résister, mais aussi dans sa capacité à analyser la société, à comprendre les mécanismes qui structurent les rapports de domination et à proposer, bien entendu, des alternatives crédibles. Alors, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le livre sur l'introduction au marxisme, il y a aussi recomposition du capitalisme, c'est-à-dire la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on fait face à un double défi. D'un côté, un capitalisme en crise qui se transforme, qui précarise, qui détruit, et de l'autre, une montée inquiétante des idéologies réactionnaires, autoritaires, voire ouvertement fascistes, qui cherchent à diviser les travailleurs et à neutraliser toute résistance collective. C'est donc dans ce contexte que nous avons souhaité mettre en avant ces deux ouvrages complémentaires, qui sont à la fois des outils de formation syndicale, comme l'a déjà dit Olivier, mais aussi des instruments de réflexion politique et sociale. Voilà. Le premier ouvrage, Introduction à la théorie marxiste, un outil syndical, poursuit un objectif clair: essayer de rendre la pensée de Marx accessible, concrète et utile pour les travailleurs et les militants. L'ouvrage revient sur les concepts fondamentaux du marxisme, la plus-value,
l'exploitation, l'aliénation, la lutte des classes, le rôle des rapports de production, et il explique de manière pédagogique, enfin, j'ai essayé, mais surtout, il montre que ces concepts ne sont pas des idées figées du XIXe siècle, mais qu'ils éclairent encore avec une grande force les réalités contemporaines du monde du travail. C'est ça, finalement, l'objectif profond. À travers l'étude des grèves, des mobilisations et des expériences collectives, ce livre fait le lien entre la théorie marxiste et les pratiques syndicales actuelles. Il insiste aussi sur la dimension émancipatrice du marxisme. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de transformer. Encore que, si on reprend le mot de Spinoza, comprendre, c'est augmenter sa puissance d'agir. Je trouve ça formidable. Enfin, et c'est un point fort, l'ouvrage met en avant la question de l'autogestion, parce que on a essayé, en donnant une expérience pratique, d'aborder la question sous l'angle de l'autogestion, et il montre à travers des exemples concrets comment les coopératives ouvrières, les entreprises reprises en scope, que les travailleurs ne sont pas condamnés à subir le patronat et la logique du profit, mais qu'ils peuvent inventer et expérimenter des modèles économiques alternatifs, démocratiques et solidaires. Il y a des exemples, il y a Scotti, mais pas que. On sait que dans la dernière période, il y a des tentatives intéressantes. Certaines ont abouti, d'autres ont été contrecarrées par le pouvoir. Bien sûr, on sait que ce n'est pas la panacée universelle, parce que le capitalisme, chaque fois, il cherche à aller remettre dans le giron du système de marché classique, mais c'est une bataille syndicale de longue haleine. Alors, le deuxième ouvrage, qui est sans doute plus complexe à éclairer, même avec un langage approprié, parce qu'il touche à des questions très actuelles et finalement très complexes. En termes, j'ai essayé de le montrer, il faut qu'on sorte de l'idée d'un capitalisme monolithique. On est dans une situation où le capitalisme, je dirais, pluriel d'une certaine manière. Voilà, donc, recomposition capitaliste, nouveau fascisme et lutte de classe. Donc il vient compléter le premier. Le premier donc pose les bases théoriques et celui-ci se penche sur l'actualité brûlante de nos sociétés. Il analyse donc le capitalisme contemporain, traversé par la crise généralisée, qui se recompose en permanence, financiarisation, mondialisation, précarisation du travail, notamment par la généralisation de l'intelligence artificielle. J'ouvre une parenthèse, je fais une étude parce que je réfléchis à une écriture sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui et son impact sur le travail, et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait quand même 375 millions de travailleurs à travers le monde qui sont les petites mains du clic, pratiquement jamais déclarées, dont certains font ça, je dirais, en dehors de leur activité de travail classique, mais dont la plupart, notamment dans les pays du Sud global et l'Afrique en particulier, travaillent pour les clopinettes pour faire en sorte que l'IA existe. Parce que sans ces petites mains, sans ces saisies, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Bon, je ferme la parenthèse. C'est inimaginable ce qu'on est en train de vivre comme révolution du travail, à bas bruit, et qui finalement mérite d'être étudié, analysé et porté sur la place publique. Bon, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc, destruction des protections sociales et des services publics, mais ce livre met aussi en lumière un phénomène inquiétant, c'est-à-dire la manière dont cette recomposition nourrit des formes de régression politique et idéologique. Il montre comment, face à l'instabilité et la colère sociale, des forces politiques autoritaires et réactionnaires tentent de capter le mécontentement populaire en le détournant contre les migrants
contre les syndicats, contre la démocratie elle-même. C'est ce que j'appelle la montée d'un nouveau fascisme. Et ce qu'il y a de singulier, de nouveau, c'est que le fascisme qui, tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a connu, qu'on peut le relater dans la période de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, qui était strictement européen, aujourd'hui, le leader, c'est l'impérialisme américain, c'est l'impérialisme capitaliste lui-même qui en est, entre guillemets, le fruit. Quoi, hein. Et on voit avec quelle velléité, y compris les pays occidentaux qui se réclament de la démocratie, sont dans une position, je dirais pour le moins ambiguë, oui, mais forcément, si tu veux, si vous voulez, d'après moi, de rejoindre à terme cette idéologie générale. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Bon, c'est ce que j'appelle la montée d'un nouveau fascisme. Face à cela, la réponse ne peut être ni l'acceptation résignée des logiques du capitalisme, ni la division. La réponse, c'est la lutte des classes. Et ce livre, donc, aborde aussi les questions concrètement des travailleurs aujourd'hui et comment ils pourraient mieux se positionner dans la lutte contre ces résurgences fascistes. Donc, il appelle à reconstruire des convergences de lutte, à fédérer au lieu de se disperser et à faire vivre des alternatives démocratiques face aux dérives autoritaires. Voilà, je crois que c'est en cela que ces deux livres sont vraiment complémentaires. Et pour conclure, je voudrais un peu lancer un appel à la plus large diffusion de ces livres. C'est un appel un peu à nous-mêmes, hein, avec l'ambition d'en faire vraiment des outils de lutte vivants. Nous souhaitons qu'ils circulent dans les syndicats, c'est déjà le cas, et au-delà du département d'ailleurs, hein, parce que ça circule dans les Bouches-du-Rhône, ça circule à travers le comité régional, ça circule dans les Alpes de Haute-Provence, etc. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Afin que ces idées soient discutées, si possible, dans les assemblées syndicales, dans les stages de formation, c'est surtout là, mais aussi dans les groupes de lecture et qui nourrissent le débat public au-delà du seul mouvement syndical. Et là, je vous encore une petite parenthèse, on a vu quand on a sorti le livre que des forces politiques, pour ne pas les nommer le PCF, s'étaient intéressées tout de suite à la question. Et ça nous a énormément fait plaisir de voir qu'on pouvait, y compris à ce niveau, être utile. Car la bataille des idées est une bataille centrale, surtout aujourd'hui, plus que jamais, face aux crises économiques, sociales, écologiques et politiques. Nous avons besoin d'armes intellectuelles, aussi bien que d'outils de mobilisation. Donc, en diffusant ces deux livres, en les lisant, en les débattant, chacun et chacune peut contribuer à renforcer notre capacité collective à résister, à construire et à inventer notre avenir. Voilà. En gros. Moi, si vous le voulez bien, j'aimerais faire un témoignage en tant que lecteur. Donc, puisque j'ai lu les deux livres, j'avais lu, évidemment, constamment pour m'accompagner, je fais en numérique Le Capital. Et c'est vrai que la façon de lire Le Capital, aujourd'hui, est extrêmement difficile, je veux dire le Capital de Marx, est extrêmement difficile si on n'adapte pas les concepts à la réalité d'aujourd'hui. Et donc par rapport à ça, ce livre-là est un outil absolument essentiel pour nous ramener dans l'approche de l'étude des problématiques de toute syndicaliste, mais je dirais même de tout individu face aux difficultés de la vie, dans une dialectique matérialiste, c'est-à-dire savoir exactement comment finalement on peut analyser. Évidemment, comme le précisait André, ce n'est pas apporter une solution en tout, mais simplement une modalité d'analyse. Comment savoir que les choses fonctionnent, sont sous influence de tel ou tel, et peuvent aller dans un sens, peuvent aller dans l'autre sens, et quels sont les éléments qui finalement se mettent en place. Donc cet éclaircissement des concepts était absolument nécessaire. Le deuxième livre a été en fait amené, c'est Jean-Pierre lorsqu'il l'a présenté au niveau de la formation,
les gens avaient du mal à entendre la notion de crise du capitalisme et la notion de baisse tendancielle du taux de profit qui amène justement cette tension qu'évoque André entre les différentes forces, les différentes classes. Donc moi, ce qui m'est apparu absolument très éclairant de ces deux livres, et c'est quelque chose à laquelle je tiens, c'est que ça amène la notion de classe. On est aujourd'hui dans un monde où on peut avoir des enfants qui sont ingénieurs, des enfants qui font ceci ou cela, mais ils appartiennent à la classe des travailleurs. Et je pense que le fait de leur amener ce genre de livre par rapport aux difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui, mais qu'ils voient forcément et auxquelles ils sont confrontés, la façon de réfléchir sur cet angle-là peut être extrêmement éclairant. Et beaucoup plus que de lire le livre originel qui finalement emploie des mots bourgeois et qui ne sont pas toujours éclaircis. Et c'est essentiellement en ça que l'outil que représente ce livre-là est quelque chose d'extrêmement éclairant. Peut-être moi rajouter un mot. Ce qui me paraît intéressant, c'est un petit peu la lettre et l'enveloppe, quoi. On ne peut pas parler de contenu si on n'aborde pas la question du contenant. Je pense que la réussite et l'intérêt de ce livre, il est là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, on a su donner un contenant pour bien expliquer le contenu. Ce contenant étant, premièrement, d'utiliser des termes simples, mais non pas simplistes. D'autre part, sur une pagination qui soit abordable sur un bouquin de 300 pages. Et d'autre part aussi sur l'aspect économique, quoi, pour 3 fois rien, 3 ou 4 euros, 5 euros. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Imaginons une lettre qui est expédiée sur une enveloppe, elle n'arriverait jamais. Et l'inversement aussi, si on envoie une enveloppe vide, je pense qu'il y a très peu d'intérêt. Donc je fais un petit peu cette notion c'est un petit peu cette dialectique. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements. Alors, sa priorité, ça a été dit, je pense, hein, c'est l'entreprise, l'outil pour un syndicat, outil de formation, etc. Mais il y a une demande d'une jeunesse qui est à la recherche de où c'est que nous en sommes sur un petit peu notre avenir. Et je pense que là, le rôle de la presse, en l'occurrence la Marseillaise, me paraît important. Ça a été un petit peu abordé. Il faut aller au-delà. Effectivement, il y a un public, il y a plein de partenaires qui sont intéressés par cette question. Et là aussi, j'allais des exemples concrets dans ma participation. Voilà. Et après, ce qui me paraît aussi intéressant, et c'est aussi abordé dans la troisième partie de ce que je disais, c'est un petit peu les questions autogestionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des recherches dans des conditions nouvelles de l'appropriation des moyens de production. Voilà. Les moyens de production, c'est pas ça ou ça, quoi. Donc, et là, c'est intéressant. On a fait toute une conférence là-dessus, hein, sur les questions de copropriété, les questions autogestionnaires, et me paraît très intéressant. Et le dernier aspect, c'est les deux bouquins. Franchement, aborder celui-là, ça nous amène à celui-là, et aborder celui-là, ça nous amène à celui-là. Il y a une complémentarité qui n'est pas... c'est un aller-retour, quoi. On peut prendre les bouquins des deux façons, quoi. Ouais, je voudrais rajouter qu'on a été très heureux que la préface soit faite par notre président du deuxième bouquin et le premier par le secrétaire général de l'UD. Bon, ça donne aussi tout de suite un peu plus de poids. Le président de l'IHS national. Ouais. Donc, c'était pas évident non plus. Quoi. Oui. Et puis, donc, en plus, ces livres ont reçu un franc succès, quoi. Parce qu'on se doute bien que quand on fait des livres, c'est souvent assez confidentiel.
Hein, c'est entre nous, entre camarades, entre militants, et on a du mal à sortir de ce cadre-là. Et là, on a déjà pratiquement vendu 500, vendu et donné 500 week-ends, quoi. C'est une première, là, pour nous, là, c'est, enfin, moi personnellement, mais ce qui prouve que c'était aussi le fruit d'une attente. Tu vois, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est-à-dire, quand on a proposé ce bouquin, les retours que j'ai eus, pas de manière générale, mais quand même assez conséquente, ça a été putain, c'est facile, on comprend de suite, quoi. Les stagiaires on comprend de suite ce que c'était. Ah oui, mais c'était pas aussi compliqué que ça. Ben oui, sur le type de la dialectique marxiste, c'est plus facile à comprendre. Bien entendu. Et ça correspond complètement finalement au rôle qu'on veut donner à l'Institut d'histoire sociale. Parce que bien souvent, on nous catalogue, nous sommes plus des gens qui sont maintenant à la retraite, on nous catalogue dans des gens qui font l'histoire. La dialectique historique est importante aussi, mais la notion d'étudier l'histoire pour en faire le rapprochement avec la réalité, c'est ça notre finalité. C'est l'histoire pour l'avenir, c'est pas l'histoire pour l'histoire.